Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Pascale Leborgne, je suis basée dans le Morbihan, je suis conseillère technique et réglementaire. Bienvenue à ce webinaire, hein, le second de l'année 2022, que nous allons organiser sur un thème bien particulier qui est le thème de 3 statuts douaniers, l'opérateur économique agréé, le statut d'exportateur agréé et le statut d'exportateur enregistré. Alors, première chose, vous dire que déjà la présentation, vous allez la recevoir la semaine prochaine, que le webinaire est enregistré, que vous pourrez donc le regarder en replay quand bon vous semble, comment dire, vous allez pouvoir poser vos questions dans la petite bulle du haut. Je vous remercie, après avoir posé vos questions, de ne pas y répondre. Bien sûr, c'est l'animateur qui répondra aux questions. Notre animateur est donc Madame Christelle Ferrari, qui est donc conseillère à la cellule conseil aux entreprises de la direction régionale des douanes de Bretagne. Christelle a proposé par rapport à aux 3 thèmes abordés et par rapport à certaines questions de procéder par ordre, c'est-à-dire on va présenter d'abord le statut d'opérateur économique agréé, après on laissera du temps pour répondre à vos questions. Et ensuite, on continuera sur le statut d'exportateur agréé et enregistré. Avant de démarrer, je voulais juste vous faire une petite présentation de Bretagne Commerce International, courte, parce que je pense que vous nous connaissez tous maintenant depuis que nous existons, mais vous dire quand même que nous sommes une équipe de collaborateurs de 35 personnes, partagées, j'allais dire, entre le siège de Rennes et puis les services de proximité qui sont basés bien sûr dans les départements et dans les chambres de commerce et d'industrie. Au siège, vous avez notre direction et puis les chargés d'affaires sectoriels et les services supports. Et en département, vous avez une équipe de 2 personnes, un conseiller réglementaire et un conseiller stratégique. Voilà. Donc, ce qui est important, j'allais dire, de présenter, c'est que vous avez, sur le site de Bretagne Commerce International, différents onglets, différentes plateformes qui font que vous avez donc une plateforme qui est, qui s'appelle BCI Info, qui vous permet, d'accéder à un service de veille et d'information en ligne, un service qui s'appelle BCI Connect, qui permet, j'allais dire, aux dirigeants d'entreprise de se mettre en relation entre eux, c'est uniquement réservé aux dirigeants d'entreprise. Une autre plateforme qui s'appelle Suppliers from Bretagne, qui est une plateforme qui vous permet, de présenter, de faire la promotion de votre entreprise. Il y a également une CVTech, sur laquelle vous pouvez, déposer, les demandeurs d'emploi peuvent déposer leurs demande d'emploi. Et puis sinon, cette CVTech, elle est consultable par les 1000 adhérents de VCI. Voilà. Et enfin, une plateforme également qui s'appelle Invest in Bretagne. C'est une plateforme qui met en relation, qui est réservée en tout cas aux investisseurs étrangers en Bretagne. Voilà. Alors, au tout début, on avait aussi, une page qui est réservée, au diagnostic que l'on propose en entreprise. Mais bon, vous aurez de toute façon tous ces éléments quand vous recevrez la présentation pour vous dire qu'on propose 2 diagnostics. L'équipe stratégique propose un diagnostic, prospection marché. Et puis l'équipe réglementaire, un diagnostic qui permet de mettre à plat l'administratif export et import dans l'entreprise. Voilà. Bon, et puis alors le dernier événement, notre événement, j'allais dire, annuel, qui s'appelle l'Open de l'International, qui se déroule tous les ans le premier lundi de juillet, qui aura lieu donc cette année le 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis, et que nous espérons pour la 10e édition, réaliser en présentiel, puisque ça fait 2 années qu'on ne peut la faire qu'en virtuel, malheureusement. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je laisse maintenant la parole à Christelle, qui va donc, j'allais dire, démarrer son intervention. Bon, en fin de parcours, vous verrez aussi, sur la dernière slide, les coordonnées de l'équipe, de VCI en service de proximité. Maintenant, je passe la parole à Christelle et je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Merci Pascal. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue dans ce webinaire consacré à différents statuts douanières.
dans ce mot introductif, donc je voulais remercier donc Pascal et BCI et toute l'équipe de BCI pour organiser chaque année ces webinaires, ces ateliers avec les entreprises bretonnes pour vous aider, vous accompagner dans votre développement à l'international. Et grâce à BCI, on peut effectivement vous proposer des ateliers thématiques en fait sur différentes problématiques, en l'occurrence ici douanières, pour vous aider et sécuriser en fait dans votre développement à l'international. Donc aujourd'hui, nous allons parler on va dire de deux statuts majeurs, hein, puisque on a d'un côté l'OEA, donc l'opérateur économique agréé, et de l'autre côté, on a le statut d'exportateur qui se décline en exportateur agréé et exportateur enregistré. Donc, j'interviens dans le cadre de ce webinaire en tant que douanière, en fait, hein, puisque je suis inspecteur à la cellule conseil aux entreprises à la direction régionale des douanes à Rennes, une cellule qui est composée de 2 agents, donc moi-même et Anne Lévénès, dont certains sans doute connaissent déjà. Et depuis septembre 2021, nous avons dans notre cellule Maureen Clavier, qui est notre alternante en licence assistante gestion export et qui participe aussi et qui écoute actuellement le webinaire comme vous. Et qui travaille beaucoup justement sur l'origine et sur les statuts d'exportateurs agréés et enregistrés. Donc vous aurez sans doute l'occasion d'échanger avec elle sur ces thématiques-là. Donc la cellule conseil, en fait, elle est vraiment là pour vous épauler, je dirais, hein, dans vos problématiques douanières, vous accompagner pour vous simplifier la douane en quelque sorte, hein. C'est un peu ce que j'ai l'habitude de dire. En fait, on est là vraiment pour vous faciliter la douane et la simplifier. Et je vais donc pendant cette heure et demie qui est consacrée à cette thématique, vous parler de 2 statuts, je dirais, majeurs, hein, qui est l'OEA et le statut d'exportateur. Donc, comme le disait Pascal, j'ai lu attentivement vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, elles sont très hétéroclites. Donc, j'espère ne pas ennuyer certains d'entre vous et ne pas perdre certains d'entre vous non plus, parce que je vois bien que les niveaux de connaissances sur ces statuts sont très différents. Et variés. Donc, du coup, on a pris pour option effectivement de faire un point question au milieu du webinaire, donc entre les 2 parties en fait, hein, puisque le webinaire est scindé finalement en 2, puisque ces statuts-là sont diamétralement opposés en fait, hein. Donc, on fera un point question sur l'OEA pour éventuellement libérer ceux et celles d'entre vous qui sont inscrits au webinaire que pour l'OEA. Et ensuite, on abordera donc le statut d'exportateur en précisant quelle est la différence finalement entre exportateur agréé et exportateur enregistré. Donc, on va commencer par un petit préambule sur ces statuts douaniers, puisqu'il y a quand même des traits communs à ces 2 statuts. Déjà, ces statuts vous offrent vraiment un avantage concurrentiel certain. À différents titres, hein. Donc, l'OEA, ça peut être un gage de qualité attendu par vos clients, et ils vont exiger en fait de vous, pour obtenir un contrat commercial, à ce que vous soyez certifié. On parle d'une certification OEA. Et donc, ça peut vous faire obtenir un avantage concurrentiel sur un marché à l'international. Et de même, le statut d'exportateur agréé ou enregistré peut vous permettre, par les avantages qu'il confère, donc une exonération ou une minoration d'un droit de douane dans le pays d'exportation. Donc, ça peut être aussi à faire valoir dans une stratégie commerciale, de faire comprendre à votre client que si vous choisissez vous, il aura le bénéfice d'un taux de droit de douane minoré ou nul. Donc, c'est une carte à jouer, en fait, hein, pour vous dans votre développement à l'international.
Ces deux statuts vous donnent aussi un accès à une simplification des formalités douanières. Alors, je ne vais pas les présenter ici pour les deux parce que je ne veux pas semer la confusion. Je les présenterai pour chacun des statuts. Elle vous permet, ces statuts vous permettent également de sécuriser vos flux puisque finalement, il y a une démarche qualité qui est mise en œuvre pour chacun des statuts et vous permet d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure maîtrise en fait de vos opérations à l'international parce que ces statuts finalement en amont vous permettent de vous poser les bonnes questions. Donc je dirais que en résumé de ce préambule, le trait commun de ces statuts, c'est vraiment une démarche qualitative en fait que vous avez en interne et qui vous permet de tendre en fait vers une fiabilisation de vos opérations parce que vous avez su aussi les anticiper et les préparer, hein, donc avec BCI ou avec nous ici à la cellule. Alors sur le premier point, concernant le statut OEA, je voulais installer, je dirais, ce statut dans un contexte historique. Il ne vient pas de nulle part, en fait, ce statut. Effectivement, ce sont en fait les autorités américaines qui, suite au triste attentat du 11 septembre 2001, ont voulu sécuriser tout simplement le fret international et ont voulu donc proposer un dispositif, une sorte de programme, si vous voulez, de sécurisation de la chaîne logistique. Et ils ont mis en place, dès le mois de novembre 2001, un dispositif CityPet, là, qui en fait est un dispositif vraiment de lutte contre le terrorisme par une mise en sécurisation de toute la chaîne logistique. Alors quand je parle de toute la chaîne logistique, c'est vraiment finalement presque depuis la commande jusqu'à la réception de la marchandise client. Et ce dispositif, ce programme a été validé et développé également au niveau de l'OMD, donc qui est l'Organisation mondiale des douanes, et qui a mis aussi en place des normes de sécurisation de cette chaîne logistique par la norme SAFE. Et l'Union européenne a adopté en fait ce processus, en fait, cette démarche qualité de sécurisation en 2007 en créant en fait justement ce statut d'opérateur économique agréé et qui a été repris par la suite dans le Code des douanes de l'Union en 2016. Alors, ce statut d'EEA, finalement, c'est un label. On parle de certificat. Vous êtes certifié. C'est une certification qualité. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà des certifications qualité dans l'agroalimentaire ou la plus connue, je dirais, c'est là où les normes ISO. Eh bien, en fait, ici, on est exactement sur la même démarche, c'est-à-dire que on va, estimer que vous présentez des normes qualitatives dans la maîtrise de vos process douaniers comme vos process logistiques en termes de sécurité, sûreté. Et pour cela, eh bien, nous vous proposons en fait un audit pour évaluer, contrôler ces processus internes à votre organisation, voir comment en fait vous prenez en compte vos fonctions douane, vos fonctions logistiques, comment vos services communiquent entre eux, est-ce que vous mettez ou pas en place un contrôle interne, est-ce que vous maîtrisez tous les outils avec lesquels vous travaillez. Donc cet audit-là va finalement permettre d'avoir une photographie de votre organisation interne sur les deux process, douanier, sécurité, sûreté. Et il est réalisé en fait par nos auditeurs ici, à la direction à Rennes. On a un service régional d'audit, donc on a Monsieur Thomas et Monsieur Prévost qui vont tout simplement se déplacer dans votre entreprise. C'est un audit qui dure
une journée. Alors attention, quand je dis une journée, hein, vous n'obtenez pas la certification en un jour. C'est une démarche, c'est un projet. Il faut vraiment le concevoir comme une démarche projet avec la douane, en partenariat avec la douane. Ça dure en fait quelques mois, puisqu'il y a une phase de préparation de l'audit, il y a l'audit en lui-même, et puis ensuite il y a une phase de restitution des observations et des points de contrôle et de vérification effectués par l'auditeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on va vraiment travailler de concert avec vous. Et c'est pour ça qu'on parle de relation de confiance en fait, hein. Donc il faut plus voir ce certificat OEA comme un partenariat en fait avec la douane et qui vous suivra régulièrement et vous donnera accès aussi à un certain nombre de services puisque vous êtes comment dire, titulaire de ce certificat OEA. Alors, vous voyez sur cette diapo, on a 3 statuts différenciés, alors avec des sigles, hein, tout le monde fonctionne avec des sigles. Donc, on a l'OEAS qui correspond en fait au volet sécurité-sûreté. On a l'OEAC pour Custom, donc tout ce qui concerne les process douaniers. Et on a l'OEA Full, c'est-à-dire qui va inclure à la fois le process douane et le process sûreté-sécurité. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou les deux, hein. Donc, et ça, c'est défini évidemment en amont avec la cellule conseil aux entreprises, généralement, puisque je vais vous l'expliquer, hein, mais on vous accompagne hein, dans la mise en route en fait, du projet OEA. Alors, ce statut présente un certain nombre d'avantages, hein. Je les ai distingués en fonction du point de vue que l'on peut avoir, hein. Donc le point de vue économique et financier et le point de vue strictement douanier. D'un point de vue économique et financier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des accords de reconnaissance mutuelle, on appelle ça les ARM, qui ont été signés entre l'Union européenne et des pays partenaires, hein. Donc, par exemple, on a un accord de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis, hein, a fortiori, puisque ce sont eux qui sont à l'initiative de ce label qualité, de cette sécurisation de la chaîne logistique internationale. Mais on a aussi la Chine, la Norvège, la Suisse. On a quelques pays avec lesquels on a cette reconnaissance mutuelle qui, en tout cas sur le papier, permettent de faciliter le dédouanement de vos marchandises dans le pays de destination. Alors, je dis sur le papier parce que on peut avoir parfois des retours d'OEA bretons qui nous disent oui, finalement, bon, la reconnaissance mutuelle, ça ne marche pas très bien avec tel ou tel pays. Donc, quand c'est le cas, il ne faut pas hésiter à nous le signaler parce que nous, évidemment, on fait remonter ces éléments-là en centrale qui les fait remonter à la Commission européenne. Et j'en parlerai aussi hein, pour les statuts d'exportateurs. Hein. De toute façon, dès lors que vous avez des problèmes de blocage ou de dysfonctionnement avec des douanes de pays étrangers, il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Alors nous, au niveau région, on ne pourra pas faire grand-chose, mais par contre, on peut faire remonter l'information puisqu'il peut arriver que des accords signés ne soient pas tout à fait respectés en fait. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Autre avantage, c'est cet audit en fait. C'est un audit qui est complètement impartial, hein, réalisé donc par des fonctionnaires. On n'a aucun intérêt, nous, économique, à vous engager dans cette certification. Mais par contre, on joue pleinement notre rôle de soutien de l'économie hein, française et on est vraiment dans la politique actuelle de relance économique de notre pays. Donc, ça y participe en quelque sorte. Et cet audit, donc, il est complètement gratuit. Et ce qui est intéressant, enfin, mon point de vue, il est vraiment marqué sur cet élément-là, c'est que c'est vraiment une démarche structurante. On va mettre à disposition finalement de l'entreprise un auditeur qui va arriver avec ses connaissances, son savoir-faire, son expérience aussi de la douane et il va poser un regard neutre sur votre organisation, sur votre fonctionnement. Il va pouvoir vous aider à identifier des risques, à pouvoir y répondre. Et donc, c'est vraiment une démarche très structurante parce que ça va permettre justement aux différents acteurs de cette chaîne logistique internationale dans votre entreprise de commencer à discuter
ou de développer leur communication grâce à la présence de cet auditeur au sein de votre entreprise. Donc moi, je trouve ça très, très structurant de ce point de vue-là. Les autres avantages économiques et financiers, ben forcément, c'est le gain de compétitivité et l'avantage concurrentiel dont je vous parlais tout à l'heure. Gain de compétitivité parce que vous allez justement apprendre à rationaliser, optimiser en fait vos opérations. Alors, on entend souvent parler de l'optimisation fiscale. Ben, moi, je n'ai pas de honte à parler de l'optimisation douanière. Et on peut, l'auditeur, ou comme la CCE aussi, peuvent vous apporter des clés en fait pour optimiser vos process douaniers. Après, l'avantage du côté douane, ce sont des avantages qui sont prévus dans les textes en fait, donc dans le Code des douanes de l'Union. On assure un taux de contrôle plus allégé, donc un taux de pression moins important par des contrôles moins fréquents en fait sur vos flux en tant que OEA. Vous pouvez aussi avoir un choix du lieu de contrôle. Alors ça, c'est prévu dans le Code des douanes de l'Union, mais pour l'instant, ce n'est pas encore en place en France, c'est en test pour l'instant. Ça veut dire tout simplement que s'il y a un contrôle physique de vos marchandises, ben, vous pouvez dire à la douane, OK pour le contrôle, mais moi, je veux que ça se passe à tel endroit. Voilà, c'est l'avenir, mais pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Mais vous voyez qu'on apporte du coup de la souplesse aussi, puisque le but, c'est pas de ralentir un flux, hein, c'est justement de faciliter ce flux et donc de ne pas bloquer un flux à cause d'un contrôle physique. Et les deux autres avantages douaniers, c'est la dispense ou la réduction d'une caution bancaire. Hein, vous le savez ou pas d'ailleurs, hein, mais lorsque vous bénéficiez de procédures douanières comme par exemple un dédouanement centralisé national ou un régime suspensif de droits et taxes comme le perfectionnement actif. Alors je sais déjà que j'en perds certains parce que là on rentre vraiment dans les procédures douanières de facilitation, si vous voulez, et souvent quand on met en place une procédure douanière, eh bien, on garantit le risque financier, c'est-à-dire qu'on préserve les intérêts financiers de la communauté, de l'Union européenne, et généralement, on exige une garantie. Lorsqu'on est OEA, comme il y a un critère solvabilité financière, ben, vous êtes exonéré en totalité ou en partie de cette garantie. Hein. Et le dernier point, c'est l'accès privilégié en fait à certaines procédures douanières. En gros, vous avez votre carte VIP, donc vous avez un coup de fil, entre guillemets. C'est-à-dire que sur certaines procédures, ben, le traitement de votre demande sera beaucoup plus rapide qu'un non-OEA. Exemple, vous avez des difficultés à assigner un code douanier à votre marchandise. Vous pouvez demander à un service national ce qu'on appelle un renseignement tarifaire contraignant, donc un RTC, qui va attribuer un code douanier à votre marchandise. Le délai communautaire maximal est de 120 jours. Pour un OEA, il sera de 70 jours. Voilà. Donc, ça permet, je dirais, de gagner un peu de temps parfois dans ces démarches. Alors, venons-en maintenant aux critères. Alors, les critères, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont prévus, encore une fois, par le Code des douanes de l'Union. Ils sont préparés, ces critères-là, dans le cadre d'un questionnaire. On y viendra tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle un QAE, c'est-à-dire un questionnaire d'auto-évaluation, parce que finalement, on ne va pas rentrer dans la démarche OEA si on n'est pas prêt. Hein. Donc, il y a tout un travail préalable à faire en interne et puis avec la cellule conseil aux entreprises pour engager en fait cette demande d'OEA. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont été aussi démarchés hein, par des cabinets de conseil privés qui proposent leurs services aussi hein, pour préparer en fait cette entrée dans cette certification. Je vous en parle parce que c'est possible que voilà, dans votre environnement, vous ayez déjà soit été démarché ou soit vous-même essayé d'être en contact avec ce type de cabinet. Et donc, il y a tout un travail de préparation pour justement vérifier si il n'y a pas de non-conformité déjà par rapport à ces critères.
Et ces critères, en fait, alors, il y en a 5, mais vous allez voir que c'est assez tentaculaire quand même comme critère. On a pour l'OEAC, donc custom, c'est-à-dire les fonctions douane, on va vérifier vos antécédents contentieux. Alors quand on dit vous, évidemment, c'est l'entité juridique. Hein. Alors ça, c'est souvent c'est des points qui sont vérifiés en amont de l'audit sur place dans vos locaux par l'auditeur. Hein. On a accès à un certain nombre de bases de données, qu'elles soient douane ou fiscales, et on va vérifier si vous avez des antécédents contentieux. Deuxième critère, et c'est celui-là dont on va parler en fait le plus ici, hein, c'est la gestion des écritures, mais c'est ce critère-là qui est vraiment tentaculaire parce qu'il se décline dans un tas de domaines. Ce sont les écritures commerciales, les écritures douanières, les écritures dans votre système d'information, ce sont vos contrats commerciaux, ce sont les gérances que vous avez de la sous-traitance, c'est la gestion de vos prestataires de services qui interviennent dans vos locaux. C'est très, très vaste. Donc, je vous ferai des zooms en fait sur certains critères et évidemment, on n'a pas ici le temps de faire une présentation exhaustive. Cette présentation pourra se faire par rendez-vous ensuite individuel avec chacun d'entre vous dans le cadre de rendez-vous. Troisième critère, la solvabilité financière. Hein. Donc là, on va travailler, alors quand je dis on, ce sont les auditeurs, hein, qui vont faire une analyse financière tout simplement à partir de votre liasse fiscale et votre comptabilité. Et le quatrième point, c'est la compétence professionnelle, c'est-à-dire que vous devez, lorsque vous demandez au EA douane, finalement, hein, formalité douanière, on appelle ça aussi simplification douanière, eh bien, vous devez prouver que au sein de votre entreprise, vous avez la compétence professionnelle douane, c'est-à-dire soit il y a une qualification avec un diplôme, soit on a une expérience de plus de 3 ans sur le domaine douanier. Et pour l'OEA sûreté, eh bien, on va reprendre l'ensemble de ces critères et en plus, on va ajouter la norme sécurité sûreté. Hein. Donc, finalement, lorsque on est sur une démarche OEA, si vous faites un peu de douane, alors même externalisé, hein, autant demander un OEA full en fait, hein, donc complet, puisque vous voyez que de toute façon, les 4 critères seront balayés de manière ciblée spécifique sur le paramètre sûreté, mais vous voyez qu'on va reprendre les 4 critères OEAC dans l'OEAS auxquels on va ajouter les normes de sécurité et de sûreté. Alors quand on dit approprié, c'est parce que faut pas croire que on doit être une grande entreprise très structurée avec un service sûreté, avec un service logistique, avec un service SI, donc système d'information, etc., pour pouvoir rentrer dans le statut OEA. Pas du tout. Autant on a de grands groupes en Bretagne, donc en Bretagne on a à peu près, je dis à peu près parce que ça bouge hein, évidemment, mais un peu plus de 70 OEA bretons actuellement, hein, sur un peu plus de 18 000 je crois en France, si mes chiffres sont bons, non, 1800 pardon, j'avais mis un zéro de trop, 1800 en France. Ce que je veux dire par là, c'est que on a de la Brittany Ferry, on a Librocher en OEA, mais on a aussi de toutes petites structures avec 2-3 salariés, vous voyez. Donc, faut pas se dire, bah, moi je suis TPE, PME, c'est pas pour moi l'OEA. Ça peut vous concerner autant qu'une grande entreprise, hein, vous voyez. Donc, faut pas, enfin voilà, faut entre guillemets, faut oser se renseigner pour savoir si pour vous, ce serait intéressant que d'avoir ce certificat. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le détail assez rapidement, parce que je vois que l'heure tourne assez rapidement. Je vais zoomer sur certains critères hein, pour vous donner aussi une indication de ce que ça représente en fait, hein, ce statut et à quels critères on doit répondre. Alors, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on est vraiment dans une démarche qualité. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise, déjà, vous avez conscience des risques qui sont propres à votre activité sur la fonction douanière et sur la fonction logistique. Vous voyez, c'est déjà la prise de conscience du risque. Est-ce que vous avez identifié des risques?
et quelle est votre organisation finalement par rapport à ces risques-là. Et donc, cette philosophie, en fait, ou cette culture plutôt de risque, eh bien, on va la vérifier sur différents domaines. Et un des domaines, eh bien, c'est la sécurité des données. Donc là, on est vraiment sur votre système informatique. Est-ce que vous avez une charte informatique? Est-ce que vous avez une politique de sécurité de votre SI? Alors, en fonction de votre, comment dire, de votre activité et en fonction de votre taille, finalement, certains auront des RSSI, hein, des responsables du système informatique, voire des directions du service, du service informatique. Et pour d'autres, ce sera le gérant qui fait office de garant, je dirais, hein, de cette sécurité SI. Hein. Vous voyez, voilà, comment dire, on s'adapte à la taille de votre entreprise. Pour ça, il ne faut pas être effrayé hein, de ce critère-là. Autre élément, on veillera à ce que votre système informatique soit préservé dans son intégrité physique, je dirais. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, faut éviter que le serveur soit... Alors, c'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais il faut éviter que votre serveur informatique soit dans le hall d'entrée ou qu'il soit dans le local où votre société de nettoyage dépose ses produits ménagers, des choses comme ça. Donc voilà, il faut veiller à ce que votre serveur soit dans un local tout simplement intègre, donc sécurisé. On s'intéressera au poste informatique, à la façon dont on allume un PC, est-ce qu'il y a des codes d'accès, est-ce qu'il y a des cartes de sécurité, comment vous gérez vos portables. Aujourd'hui, effectivement, avec le développement du télétravail, comment vous avez géré ce télétravail, comment vous avez sécurisé vos postes de travail, bon, etc., etc. Donc, on va s'intéresser, vous voyez, à tous ces aspects-là, très pratico-pratiques finalement. Hein. C'est la vie d'une entreprise. Est-ce que vous avez sensibilisé, formé vos personnels à l'utilisation des postes informatiques, au risque des cyberattaques, hein, puisque aujourd'hui, malheureusement, peu d'entreprises peuvent se vanter de n'avoir jamais subi de cyberattaque. Hein. Donc, l'auditeur, lui, il ne va pas remplacer une entreprise ou une entreprise de conseil en cyberattaque, hein, mais il pourra vous donner quand même quelques informations et conseils très précis, hein, puisqu'ils ont tous suivi en fait des formations auprès de l'ANSSI. Hein, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. D'ailleurs, je vous y invite pour aller consulter leur site parce qu'ils font des MOOC qui sont vraiment très très bien et qui vous donnent plein d'astuces pour justement sécuriser votre environnement informatique. Donc en fait, dans ce critère-là, on va vraiment prendre en compte le risque de technologie de l'information, hein, c'est le risque IT, hein, ce qui est précisé là sur le slide, et vérifier si vous êtes en maîtrise totale interne de votre SI ou si vous externalisez la maintenance, si vous avez un prestataire de service, si le stockage de données il est interne, externe, les deux, bon, etc., etc. En fait, ce qui est important pour nous, c'est justement d'identifier les risques propres à votre environnement informatique et veiller à ce que ces risques soient pris en compte et que vous avez pris les bonnes mesures de suivi de ces risques, en fait. Voilà. Hein, donc ça, c'est vraiment, comment dire, le fil conducteur hein, d'un audit. Alors, autre point autre point de critères finalement au OEA, c'est ici un point sécurité sûreté. Donc on va encore une fois lire en quelque sorte votre chaîne logistique internationale et identifier avec vous les risques de malveillance, donc au sens large, hein, comme c'est écrit, donc les risques de vol, les risques de détournement de marchandises, de dégradation, de terrorisme aussi. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu des situations où vous recevez un conteneur avec des stupes à l'intérieur, c'est déjà arrivé.
Donc, il peut y avoir voilà, des risques inhérents tout simplement au fret et donc l'auditeur va définir avec vous cette identification de risque qui soit d'origine interne ou externe. Et là, on est vraiment sur le segment logistique, marchandises, donc tout ce qui va concerner le transport, le groupage, le stockage, la manipulation des marchandises. Alors, l'auditeur va s'intéresser aussi au contrôle d'accès à votre site, tout simplement. Hein. Donc, on est ici sur des notions de protection périmétrique et périphérique de vos locaux. Est-ce que votre site est sécurisé? Est-ce qu'il y a des points de faiblesse dans le système de sécurisation physique et mécanique ou mécanique? Alors attention, hein, on ne vous demande pas de bâtir des forteresses et des murs de 3 mètres de haut autour de vos entreprises, hein, c'est pas du tout ça. Mais on saura aussi s'adapter toujours à l'existant. Le but, c'est de pouvoir certifier une entreprise sans que vous investissiez de l'argent pour obtenir cette OEA, pour investir dans des systèmes de sécurité, par exemple, ou la pose d'un portail, des choses comme ça, ou de la vidéosurveillance. Dans certains cas, ce sera demandé, dans d'autres, ce sera pas demandé. Ça, c'est vraiment une appréciation de l'auditeur en fonction de l'analyse du risque, encore une fois, hein, qu'il aura fait avec vous. Hein. On s'intéressera donc à ces procédures de sécurité, à leur mise en œuvre, en fait, comment vous, maîtrisez les accès à vos sites pour vos personnels, pour les visiteurs, pour vos prestataires extérieurs. Hein. Autre point de contrôle sur vraiment les unités de fret. Donc là, on est finalement sur à la fois le transport et la marchandise. Donc l'unité de fret qui arrive sur votre site. Est-ce que il y a une procédure finalement d'ouverture d'un camion, de dépotage? Est-ce que le personnel est informé des points de vérification? Est-ce qu'il y a des scellés sur les camions qui arrivent? Est-ce qu'ils sont géolocalisés? Est-ce que vous maîtrisez la chaîne transport, c'est-à-dire le choix de votre transporteur, si ce sont des sous-traitants par exemple? Est-ce que vos personnels qui manipulent de la marchandise sont autorisés à la manipuler? Donc voilà, tous ces éléments-là vont faire l'objet d'un point de contrôle en fait hein, de l'auditeur. On va aussi sécuriser tout ce qui est partenariats commerciaux. C'est-à-dire, voilà, hein, on est tous à externaliser un certain nombre de prestations de services. Et donc, quels sont finalement les liens commerciaux que vous avez établis avec ces partenaires-là? Quel type de contrat? Est-ce que vous avez pris un certain nombre de mesures préventives en vérifiant leur intégrité, tout simplement, hein? Donc, quelles sont les clauses dans les contrats commerciaux passés avec eux? Quelles sont vos exigences au final? Hein. Donc, certains vont exiger des transporteurs strictement OEA, ils ne prendront pas de transporteurs non OEA. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, vous pouvez, maîtriser votre flux marchandises, évidemment, en maîtrisant cette chaîne transport, en choisissant vos transporteurs par rapport justement à une certaine qualité, à un certain savoir-faire de vos transporteurs, donc en maîtrisant cet aspect, je dirais, contractuel avec vos partenaires. Autre élément qui sont examinés, c'est est-ce que vous avez défini en interne des postes sensibles dans votre entreprise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des postes qui sont en lien avec vos fonctions douane et vos fonctions logistiques à l'international. Et de manière générale, on va dire que des postes de cadre sur des points concernant les fonctions douane, les fonctions commerciales, les fonctions de recrutement aussi,
sont des postes sensibles, mais pas seulement. Ça va être aussi tous les postes qui sont liés directement à la manutention, au stockage, à la circulation des marchandises. Donc, on n'a pas une définition des postes sensibles ex nihilo, on aura une définition des postes sensibles, encore une fois, par rapport à votre environnement, par rapport à votre activité. Hein. Donc, l'auditeur s'intéressera à cette capacité, en fait, en interne, à définir déjà les postes sensibles, et une fois qu'ils sont définis, eh bien, à vérifier le suivi que vous en faites, c'est-à-dire le suivi du personnel qui sont sur ces postes-là, affectés sur ces postes sensibles. Comment vous les recrutez? Est-ce que vous vérifiez leurs antécédents en termes d'infractions, soit douanières, soit d'infractions pénales sur cette chaîne d'approvisionnement sous l'angle sécurité? Donc ça, on pourra en parler, hein, ça fera peut-être l'objet de questions. Si vous recourez à de l'intérim, quel est le contrat que vous passez avec la boîte d'intérim? Est-ce que les intérimaires, vous êtes certains que justement ils répondent à ce critère, je dirais, d'absence d'antécédents, préjudiciables, je dirais, pour la sécurité et la sûreté du fret? Quelle est la politique que vous avez lorsque vous avez un départ d'un salarié, hein, en termes de badge, droit d'accès, etc. Est-ce qu'il y a des clauses qui sont insérées dans le contrat de travail? Donc, bon, là, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Je survole juste la notion, mais ça existe. Hein, c'est un point, donc je vous en parle et c'est un point important. Sur la maîtrise de la sous-traitance, comme je vous disais tout à l'heure, hein, est-ce que vos sous-traitants sont sensibilisés? Donc, un sous-traitant ici, on va parler des sociétés de nettoyage, de maintenance, hein, des bâtiments, de maintenance aussi de votre système informatique. Donc, quelles sont les précautions que vous avez prises auprès de ces prestataires qui rentrent sur votre site, en fait, hein? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ce point sûreté, sécurité? Est-ce qu'ils sont référencés? Est-ce que vous savez exactement le nombre de prestataires de services qui interviennent chez vous, par exemple, hein? Donc, c'est un autre point d'information pour l'auditeur. Et enfin, est-ce que votre personnel est sensibilisé ou formé à cet aspect sûreté, sécurité? Est-ce que vous avez organisé des formations? Est-ce que vous avez un référent sûreté dans votre entreprise? Si vous avez plusieurs établissements, est-ce qu'il y a un référent sûreté sur chaque site? Est-ce qu'il y a un livret d'accueil qui est donné à chaque nouveau personnel qui arrive dans votre société? Donc, on est vraiment sur, encore une fois, hein, une culture du risque, en fait, une connaissance de ce risque, une identification de ce risque. Et plus ce risque est identifié de manière précise, plus vous pouvez évidemment agir sur ce risque et essayer de le maîtriser, hein, puisqu'on sait bien que le risque zéro n'existe pas. C'est une question en fait de maîtrise de risque. On parle aussi de maturité dans la maîtrise du risque. Donc c'est vraiment ce degré de maturité en fait que l'auditeur va chercher à vérifier avec vous. Hein. Alors je dis toujours avec vous, hein, parce que c'est toujours dans le dialogue et la communication, c'est pas du tout un contrôle. Hein. L'audit, au contraire, hein, c'est vraiment une communication établie entre la douane et l'entreprise, et on essaie ensemble en fait d'avancer, de tendre en fait vers cette qualité des process douaniers, qualité des process logistiques. Hein. Donc si jamais voilà, l'OEA vous intéresse, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de nous, c'est-à-dire la cellule conseil aux entreprises, parce qu'il y aura un questionnaire au préalable à remplir. Donc, je ne voudrais pas vous effrayer, mais en même temps, je suis transparente. Il y a à peu près 150 questions dans ce questionnaire-là qui nécessitent à ce que différents services de votre entreprise interviennent. Mais nous, on est là aussi en appui pour vous dire comment remplir et ce qu'on vous demande exactement dans ce questionnaire. Et une fois que, avec la cellule, on a fait ce travail-là avec vous, et bien à ce moment-là, vous pouvez déposer votre demande sur le portail des douanes, hein, sur le téléservice Soprano. Vous y joignez l'organigramme, le CABIS qui est encore demandé, je crois, pour cette procédure, et le questionnaire. Et ensuite, on aura un délai de 120 jours pour délivrer ce certificat.
qui peut être prorogé, hein, mais généralement, ça ne dépasse pas les 4 mois. Hein, donc, les 4 mois pendant lesquels l'auditeur va travailler en amont, va vous demander communication d'un certain nombre de documents, et ensuite, il se déplacera uniquement une journée sur site et il rédigera en fait son rapport d'audit qui est contradictoire. Et au terme de ce process, eh bien, vous obtiendrez une certification OEA. Donc maintenant, je laisse peut-être la parole à Pascal pour voir s'il y a des questions sur ce statut avant d'enchaîner sur les 2 autres statuts. Eh bien non, Christelle, il n'y a pas de question. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Écoutez, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Est-ce que vous avez parlé du coût, enfin d'un coût? Parce que Il n'y a pas du tout de coût. En fait, je dirais que le coût pour une entreprise, c'est le coût du temps que les salariés vont passer à travailler sur ce projet OEA. L'audit est complètement gratuit, l'accompagnement que l'on fait en amont à la cellule est complètement gratuit. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est service public, hein, donc on est là pour vous proposer ces services-là de manière complètement gratuite. Après, voilà, encore une fois, le coût, c'est le coût du temps que le ou les salariés vont passer à travailler sur le questionnaire et puis à répondre aux demandes de communication de documents des auditeurs. Voilà. voilà. Non, je me dis que c'est la question de savoir qu'est-ce que ça engendre. C'est pour ça que je préférais que vous en parliez. Bien, écoutez, Christelle, à moins que vous ayez des questions, je vais dire attendez, là, pardon. Alors voilà, ça y est. Donc une personne pose la question suivante. Concernant les nouvelles règles de TVA, la certification OEA intervient-elle? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de mesure de simplification particulière. Alors, je ne vais pas parler de la réforme TVA Lab, voilà, ça prendrait trop de temps, mais en fait, la réforme TVA Import, elle est applicable à tous les opérateurs. Aujourd'hui, tous les opérateurs qui font de l'importation doivent souscrire finalement l'auto-liquidation de la TVA. Enfin, si c'est de ça dont on parle la personne. Hein. Oui, c'est pas Mais fait donc, ça n'a pas d'influence du tout. D'accord. J'espère que ça a répondu à la personne, mais je pense qu'effectivement, quand elle parle de nouveauté, je pense que c'était ça. Une autre personne demande quels sont les pays qui valident cette OEA. Donc, je pense que la personne veut Ouais. parler de ce que vous disiez tout à l'heure, l'accord de reconnaissance mutuelle. Voilà, donc c'est la Norvège, la Suisse, les États-Unis, la Chine, le Japon et Andorre. Voilà, pour l'instant, il n'y en a que 6, hein, donc pour certains, ça semble peu. Et effectivement, on pourrait dire que c'est peu, mais ça évolue. Ces reconnaissances mutuelles, je vous dis, hein, c'est surtout pour normalement faciliter et encore une fois fluidifier la douane dans le pays d'arrivée, puisque vous présentez entre guillemets un gage qualité. Donc logiquement, ce sont des flux qui sont moins suspicieux que d'autres finalement, hein, puisque vous présentez justement cette carte qualité. Alors, une autre question, est-il vrai que les marchandises des entreprises OEA sont chargées en priorité? Alors, c'est étonnant, je ne sais pas ce que la personne veut dire par chargé. Alors, alors, ouais, le terme est peut-être pas compris ou utilisé comme je le comprends, mais en fait, comme je vous le disais, c'est surtout en termes de contrôle, c'est-à-dire que le taux de pression sur un OEA est moins important que sur un non-OEA. Et d'ailleurs, hein, pour vous être transparente avec vous, en interne, on veille à ce que ce soit effectif. Là, on vient de répondre à une enquête de notre direction générale pour demander si les OEA bretons se plaignent d'un taux de contrôle trop élevé. Voyez, donc il y a vraiment aussi un indicateur interne pour veiller à ce que les OEA ne subissent pas un taux de pression important en termes de contrôle. Oui, la personne vient de compléter en mettant, elle parlait de la mise à bord des avions et mise à embarquement sur bateau, quoi. Ça, c'est indépendant de la douane, en fait. Hein. Là, on n'est plus sur un volet douane, on est sur un volet commercial avec voilà, les différents prestataires qui interviennent dans la chaîne logistique. D'accord. Une autre question, une fois la demande déposée sur Soprano, devons-nous obligatoirement aller au bout de la démarche,
Par exemple, si les contraintes sont trop importantes après audit, pouvons-nous dire que c'est trop contraignant? Alors généralement, ça c'est vu avant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas de toute façon déposer une demande d'OEA sans avoir pris contact au préalable avec la cellule conseil ou un auditeur ou le pôle action économique. Donc en fait, on n'a pas de, entre guillemets, d'échec. Une entreprise qui rentre dans une procédure OEA, elle aura quasiment de manière certaine son certificat, sauf à ce que l'auditeur constate au milieu de l'audit qu'on a une non-conformité, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas du tout identifié un ou plusieurs risques et n'a pas du tout conscience que ce risque est important, peut représenter une certaine gravité en fait, et donc ne peut pas permettre la certification. Donc je dirais que ce que je veux dire par là, c'est que j'entends bien la question. Jamais un auditeur exigera auprès d'une entreprise par exemple, de mettre en place un système de vidéosurveillance qui va vous coûter 50 000 €. Vous voyez, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment une discussion entre la douane et l'opérateur, et ce seront de toute façon des points qui auront été pré-examinés en quelque sorte grâce au questionnaire d'auto-évaluation. Vous voyez, en fait, le questionnaire d'auto-évaluation, c'est aussi permettre à l'opérateur d'avoir une idée assez précise des attendus que l'on demande dans le cadre d'un OEA, et en fonction de ce QAE, déjà, vous allez pouvoir vous dire non, effectivement, il y a trop de contraintes, non, je ne suis pas en capacité de, en fait, et donc vous n'allez pas, dans un premier temps, vous allez vous dire, je ne rentre pas dans la démarche, je ne dépose pas mon dossier, peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, je serai prêt, mais pas aujourd'hui, vous voyez. Donc en fait, une fois que vous avez déposé votre dossier, vous savez de toute façon que ce n'est pas contraignant pour vous à tel point de ne pas aller au bout de la démarche. J'espère que j'ai été assez claire. Je pense que oui. Écoutez, Christelle, sinon, il n'y a pas d'autres questions. Ok, très bien. Si vous voulez, vous pouvez démarrer la deuxième partie. C'est parfait. Donc, on passe à la deuxième partie qui concerne les statuts d'exportateur agréé et exportateur enregistré. Donc là, on quitte le monde de l'OEA, mais pour autant, on reste, je dirais, toujours dans une démarche qualité en quelque sorte, puisque vous allez maîtriser un élément de vos opérations douanières qui est celui de l'origine. Alors, quand on parle de ces statuts d'exportateur, je suis obligée de passer par une petite mise au point ou un rappel sur la notion d'origine. Et dans ce cadre-là, on va parler uniquement de l'origine préférentielle. Pourquoi préférentielle? Parce qu'on parle de ces statuts d'exportateur uniquement dans le cadre d'accords commerciaux, de libre-échange, de partenariats signés entre l'Union européenne et des pays donc, partenaires. Donc, on s'inscrit vraiment dans le cadre de ces accords et on parle d'origine préférentielle parce que le fait d'avoir ces statuts-là indique que vos produits ont une origine UE, une origine dite préférentielle parce qu'elles permettent d'obtenir des avantages tarifaires préférentiels. On appelle communément une préférence tarifaire. Qui dit préférence tarifaire dit taux de droit de douane nul ou minoré dans le pays d'exportation de vos produits. Voyez? Donc, le statut d'exportateur correspond à cette notion d'origine préférentielle. D'accord? Et je signale tout de suite que cette préférence tarifaire, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que votre client en bout de chaîne doit demander la préférence tarifaire. De la même façon, lorsque vous êtes importateur et que votre fournisseur, on va prendre l'exemple du Japon, vous expédie des marchandises, vous pouvez aussi solliciter ce qu'on appelle la préférence tarifaire avec un code spécifique dans une case spécifique sur la déclaration en douane.
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier aussi, vous, en tant qu'importateur, d'une exonération totale ou partielle du taux de droit de douane. Donc, il ne faut pas oublier que lorsque vous sollicitez un statut d'exportateur agréé ou enregistré pour permettre à votre client de bénéficier d'une exonération de droits de douane, il faut quand même préciser et informer votre client qui doit demander cette préférence tarifaire. Je vous le dis parce que en ce moment, je vous ai parlé de Maureen Clavier, notre alternante, qui travaille sur un projet origine auprès des OEA bretons pour le moment seulement, je dirais, mais on va peut-être étendre ce projet origine à l'ensemble des opérateurs qui exportent en Bretagne, mais c'est un projet ambitieux. En fait, on se rend compte que parfois vous avez un statut d'exportateur, mais vous ne le valorisez pas auprès de votre client. Or, c'est intéressant puisque vous pourriez sur un exercice comptable leur dire, ben voilà, le taux de droit de douane pour nos produits chez vous, c'est 4%. On a fait tant de chiffre d'affaires avec vous, on vous a fait gagner. Avec notre origine UE, on vous a fait gagner tant. Et je trouve que c'est assez intéressant voilà, parfois de faire valoir auprès de votre client. Donc, les statuts d'exportateur correspondent à cette notion d'origine préférentielle. Et cette origine préférentielle nécessite normalement une preuve de l'origine. Et donc, le statut d'exportateur, qui est un statut d'autocertification d'origine UE, eh bien, va vous permettre de ne plus produire cette preuve d'origine, on va dire, papier, documentaire, comme ça l'est indiqué ici, un certificat EUR1, un EURMED. On va pouvoir valider l'origine UE de ces produits par une déclaration d'origine sur facture ou sur document commercial. Je vais simplifier les choses parce que vous avez un statut d'exportateur. Voilà. Après, évidemment, je vais expliquer la distinction entre agréé et enregistré, parce que des fois, c'est pas forcément simple à comprendre. Mais avant, il faut absolument que je pose les principes fondamentaux sur l'origine préférentielle parce qu'on peut avoir tendance à confondre comment dire, la notion d'origine avec la notion de provenance, pardon. Bien souvent, on entend une entreprise dire bah oui, de toute façon, moi, mes produits, c'est sûr que c'est d'origine UE parce que mon fournisseur est allemand. Alors, ce n'est pas parce que votre marchandise est de provenance allemande qu'elle est d'origine allemande. Votre fournisseur a très bien pu lui-même se fournir en Inde ou en Chine ou ailleurs, et donc sa marchandise n'est pas communautaire, n'est pas d'origine communautaire. Vous voyez? Donc, il faut faire attention justement entre donc, la notion d'origine et provenance et entre la notion d'origine et statut. Une marchandise peut avoir un statut communautaire, c'est-à-dire j'ai importé une marchandise, j'ai payé les droits et taxes en frontière et elle circule sur toute l'Union européenne, donc ma marchandise est de statut communautaire, mais pour autant, elle a une origine Chine. Voyez, donc, il faut vraiment bien comprendre en fait cette notion d'origine pour ne pas, comment dire, se dire que ce statut d'exportateur, on peut l'obtenir juste en cliquant 2-3 fois sur le portail des douanes. Il y a vraiment un travail de détermination de l'origine. Et là, encore une fois, on ne vous laisse pas seul, puisque c'est très technique. Là, je ne vous cache pas qu'on rentre parfois dans une complexité importante qui, parfois même, nécessite ici, au niveau de la direction, de saisir la direction générale. Donc, il y a une procédure pour ça dans certains cas. Mais dans certains autres, c'est aussi très simple. Donc, voilà. Donc, pour définir l'origine préférentielle, on va déjà partir du code douanier, donc le code SH de votre produit. On va déjà s'intéresser de savoir s'il y a un accord ou pas. Donc, s'il n'y a pas d'accord, ça ne sert à rien de s'embêter à définir une origine UE de son produit. S'il y a un accord avec le pays d'exportation, à ce moment-là, on va effectivement engager cette recherche d'origine UE. Deuxième point, on va s'interroger
s'il y a des droits de douane ou pas, puisque si votre produit bénéficie déjà d'un taux de droits de douane à 0%, ben moi, je ne vais pas m'embêter à vérifier si mon produit est d'origine UE, parce que ça ne va pas me servir à grand-chose. Je ne vais pas faire obtenir à mon client un avantage tarifaire, donc ça ne sert à rien que je rentre dans cette démarche-là. Voyez, donc il faut aussi voilà, essayer comment dire, d'asseoir ces préalables avant de s'engager dans la démarche de statut d'exportateur. Hein. Ensuite, sur le décryptage, et c'est vraiment les grandes lignes hein, ici de l'origine, ce n'est pas un webinaire sur l'origine, c'est vraiment un webinaire sur les statuts, donc je donne juste les grandes lignes. Pour étudier une origine, il faut s'intéresser aux règles d'origine. Alors déjà, les règles d'origine sont prévues dans chaque accord. On a à peu près 70 pays en accord avec l'Union européenne. Donc, on a à peu près une quarantaine, on s'approche d'une cinquantaine d'accords. Alors, pourquoi 70 pays, 50 accords? Puisque il y a des accords avec multilatéraux, donc avec plusieurs pays. Hein. C'est pour ça qu'il y a une différence. Donc, dans chaque accord, il y a des règles d'origine. Après, lorsqu'on connaît un petit peu cette notion d'origine préférentielle, on constate que on a des principes fondamentaux qui reviennent dans tous les accords, en fait, de manière assez similaire. Alors, pour une marchandise qui est produite dans un seul pays, le produit sera originaire de ce pays, notamment pour les produits dits primaires, en fait. Hein. Donc, on va dire que il y a une entière obtention de ce produit. Donc, ça va être production de végétaux, élevage d'animaux, les produits minéraux. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Si vous êtes exportateur de pommes de terre, il n'y a pas trop de questions à se poser sur l'origine UE de votre produit. Par contre, il y aura un peu plus de questions à se poser lorsque différents pays interviennent dans le process de fabrication. Et donc là, on va essayer de rechercher les critères de transformation. On parle de transformation suffisante de vos produits dès lors que vous intégrez des composants, des matières premières tierces à l'Union européenne dans votre fabrication. Donc, si je fabrique, je sais pas moi, des chauffe-eau, je les fabrique en Bretagne, hein, mais pour ces chauffe-eau-là, je fais venir d'Asie ou d'Amérique des composants électroniques ou autres, eh bien, je vais devoir vérifier quand même si je transforme suffisamment ces composants pour conférer l'origine UE à mon produit. Hein. Alors, je précise dans cette diapo que certaines opérations sont dites insuffisantes pour conférer l'origine UE à vos produits. Exemple, alors je lis pas la diapo, hein, mais vous pouvez la lire pendant que je parle, mais je vais vous donner un exemple. C'est plus pertinent. Vous importez en bidon de 60 litres de l'huile végétale du Royaume-Uni, qui est devenu pays tiers, comme vous le savez, à l'Union européenne. Et vous, votre process, votre chaîne, c'est d'embouteiller cette huile dans des contenants de 75 centilitres. Eh bien, ce conditionnement, ce reconditionnement, sera considéré comme une transformation insuffisante et donc votre produit, vos bouteilles d'huile en fait, hein, seront considérées comme non UE. Donc elle aura une origine non UE. Elle aura une origine toujours GB en fait. Voilà. Hein, donc attention à ce que cette transformation soit considérée comme suffisante et c'est la prochaine slide. Ces transformations suffisantes sont déclinées dans des règles de liste dans chaque accord. C'est-à-dire que vous allez prendre le code douanier de votre marchandise, il y aura un tableau qui va vous indiquer quelles sont les transformations suffisantes sur des composants ou des matières premières non originaires de vos produits finis pour valider une origine UE. Alors, je vous ai mis plusieurs types de règles. Ce ne sont absolument pas des règles générales. Il faut vraiment faire un travail de précision, je dirais. Il faut aller dans chaque accord pour chaque code douanier et vérifier ces règles d'origine, conférées aux matières premières
aux composants non originaires de vos produits finis. Donc, ces règles, donc ça peut être un pourcentage en valeur du prix départ usine. Donc on va vous dire, ben voilà, dans votre chauffe-eau là, vos matières tierces en fait ne doivent pas dépasser 30, 40, 50% du prix départ usine de votre chauffe-eau. Dans le secteur du textile, souvent, on a des ouvraisons spécifiques. On va vous dire, ben voilà, il faut que ce soit du filage, du tricotage, etc. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste hein, du domaine, mais voilà, on aura des ouvraisons vraiment bien spécifiques pour conférer l'origine UE. Ou alors, on demandera à ce que les matières premières non originaires utilisées soient d'une autre position tarifaire, c'est-à-dire d'un autre code douanier que votre produit fini. Hein. Donc voilà, ce n'est pas encore une fois des règles exhaustives, mais c'est pour vous donner en fait des points de repère tout simplement pour connaître le degré d'exigence que l'on peut avoir pour conférer une origine UE à un produit. Et je terminerai cette présentation introductive sur un autre point qui ne fait pas l'objet d'ailleurs d'une slide, c'est que au-delà de ces règles spécifiques, je dirais, il y a des principes aussi qu'il faut respecter, notamment le principe de territorialité, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit une origine d'un point de vue douanier égale un pays. Eh bien, pour respecter cette règle-là fondamentale, il y a le principe de territorialité à respecter, c'est-à-dire que si vous vendez un produit en Grande-Bretagne et que dans le process de fabrication, une partie 5% peut-être de son coût est réalisé en Suisse ou au Maroc, qui sont des pays tiers à l'Union européenne, eh bien, ça va compromettre ce principe de territorialité et votre produit ne sera pas considéré comme un produit communautaire, mais comme un produit tierce, sans origine préférentielle. Vous voyez, donc ce principe de territorialité est important, comme le principe autre principe fondamental, le transport direct, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, par exemple, pour un export GB, vous ne pourrez pas faire transiter, entre guillemets, votre marchandise en Suisse, la stocker là-bas pour X raisons, hein, et la faire repartir, parce qu'on demandera une garantie sur l'intégrité du produit fini, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est des notions qu'il faut apprendre à connaître. Et surtout, c'est une méthodologie qu'il faut apprivoiser, je dirais appréhender, pour rentrer dans ces statuts d'exportateur. Donc, c'est pour ça que je vous disais en préambule que c'est assez technique, hein, mais il ne faut pas vous effrayer de ça. Hein. Je sais très bien qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, ce n'est pas forcément votre cœur de métier. Par contre, c'est le nôtre. Hein. Donc, si jamais vous avez besoin, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. On fait beaucoup d'interventions en entreprise hein, sur des ateliers pratico-pratiques, justement sur la méthodologie de détermination de l'origine préférentielle. Alors, tout à l'heure, je vous disais que ces deux statuts s'inscrivaient dans des accords. Donc, sur la page douane, vous avez sur le portail, vous avez une page consacrée à ces relations préférentielles. Donc, elles sont listées par zone géographique. Hein. Donc, ici, vous voyez les différentes zones et en cliquant dessus, vous avez accès au pays et ainsi qu'aux accords, hein, puisqu'il y a des liens qui renvoient directement sur des accords qui paraissent au JO de l'Union européenne. Alors là encore, il ne faut pas vous effrayer parce qu'un accord, c'est à peu près entre 1100 et 2000 pages. Hein, donc, il faut savoir s'y retrouver, mais avec de l'expérience, je peux vous dire que ça peut aller assez vite. Hein. Alors maintenant, je vais vous présenter les deux statuts d'exportateur en regardant le temps aussi qui me reste. Je vais commencer par l'exportateur agréé qui est, je dirais, le statut historique en fait, hein, puisque aujourd'hui, on peut effectivement avoir du mal à comprendre pourquoi on a deux statuts d'exportateur alors que finalement, la méthodologie de détermination de l'origine est la même, il confère les mêmes avantages, c'est la même, comment dire, philosophie, je dirais, derrière ces deux statuts, et pourtant il y en a deux. Pourquoi? Bon. Parce que on a voulu, comment dire, changer un petit peu les choses avec
le CETA en 2017, donc l'accord du Canada qui a introduit en fait l'exportateur enregistré avec un autre type d'accords commerciaux signés avec l'Union européenne. Et je dirais pour le moment, les deux statuts d'exportateur coexistent. Un jour, alors peut-être que je ne le verrai pas, mais un jour, normalement, ne devrait plus qu'exister un seul statut et ce sera le statut d'exportateur enregistré. Mais pour autant, aujourd'hui, donc, vous pouvez avoir une trentaine de pays d'exportation et il est fort probable que vous soyez obligé en fait de déposer deux demandes de statut, donc un agréé et l'autre enregistré, puisqu'ils ne concernent pas les mêmes pays en fait. Voilà. Alors, on va balayer ces différentes questions dans cette présentation. Le statut d'exportateur agréé, en fait, est considéré comme une facilité douanière puisque, comme je le disais tout à l'heure, il permet d'auto-certifier en tant qu'entreprise, en fait, opérateur économique, d'auto-certifier l'origine de vos produits. C'est-à-dire que, de par le numéro d'agrément que la douane va vous donner sur ce statut-là, par ce statut-là, pardon, eh bien, on va estimer que vous avez fait le travail de détermination de l'origine préférentielle, donc l'origine UE de vos produits, et donc vous n'avez plus à produire de preuves, c'est-à-dire de certificats, comme un EUR1, un EURMED, à chaque exportation. Donc vous avez une simplification, on va dire, documentaire. Vous n'avez juste qu'une formule à préciser sur vos factures ou sur vos documents commerciaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'origine sur facture. En sachant que cette déclaration d'origine sur facture peut être mentionnée par une entreprise qui n'a pas l'exportateur agréé, n'a pas le statut, mais elle ne pourra le faire que jusqu'à hauteur de 6 000 €. Dès lors que vous dépassez un montant sur votre facture de 6 000 €, vous ne pourrez plus déclarer l'origine UE sur facture. Vous serez obligé de mentionner dans cette déclaration d'origine votre numéro d'exportateur agréé. D'accord ? J'espère que je suis claire, mais il y a une question de seuil finalement au-delà duquel vous ne pouvez plus auto-certifier l'origine, vous êtes obligé d'avoir ce statut d'exportateur. Et donc, vous êtes concerné par ce statut lorsque vous exportez vers des pays donc, qui utilisent cette autorisation d'exportateur agréé. Alors évidemment, je ne les ai pas tous listés, mais notre alternante Maureen a bien fait les choses puisqu'on a 2 fiches techniques qui reprennent tous les pays par statut. Donc ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous les demander. On a une fiche EA, on a une fiche EE. Et en fait, donc on a la zone Panoromède, donc on a dans cet accord Panoromède, on a la Suisse, l'Islande, les pays du Maghreb, on a dans ce statut les pays Balkans occidentaux, donc Serbie, Monténégro par exemple, on a le Mexique, le Chili, le Pérou, l'Amérique centrale, je ne cite que quelques-uns évidemment. On a pardon, les pays du CARIFORUM, c'est-à-dire c'est un sous-groupe ACP, alors j'adore parler en cycle parce que ça ne veut rien dire en fait en soi, mais les pays CARIFORUM en fait, ce sont les pays comme la République dominicaine, Haïti, et qui appartiennent donc à ce groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, en fait. Voilà, donc évidemment, je ne les connais pas par cœur. On a la Corée du Sud aussi dans ce statut d'exportateur. On en a beaucoup, on en a beaucoup. Donc, je pense que personne ne connaît par cœur tous les pays qui rentrent dans ce statut, et c'est pour ça que c'est important justement d'aller, et je reviens un peu en arrière, d'aller sur le site des douanes justement, où là, vous avez vraiment la liste exhaustive de tous les pays qui sont en partenariat avec l'Union européenne. Donc, moi-même, je vais consulter très régulièrement cette page-là. Donc, ce qui est intéressant dans ce statut-là, comme l'autre statut d'ailleurs, c'est cette autocertification qui est valable dans toute l'Union européenne, puisque c'est un agrément européen en fait. Il est valable pour l'ensemble de vos marchandises, pour toutes les destinations qui sont reprises dans votre autorisation et pour tous les codes douaniers repris dans votre autorisation. Donc, c'est un statut qui évolue au gré aussi de votre développement à l'international. Donc, il n'est pas figé dans le temps en quelque sorte, mais il évolue.
Donc, vous pouvez très bien revenir sur votre statut et le compléter par de nouveaux produits, par de nouveaux pays, en fait. C'est un statut, je dirais, vivant et évolutif. Par contre, votre numéro attribué à la première demande n'évoluera jamais, ce sera toujours le même, il est attribué à vie en fait par le service des douanes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi vous permettre d'être dispensé de signature des déclarations d'origine, hein. Vous n'êtes pas obligé de signer votre facture, vous n'êtes pas obligé de signer un ER1 par exemple. Non. Donc, pour solliciter ce statut-là, on est encore sur une procédure non dématérialisée, alors qui s'explique parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un statut qui un jour disparaîtra, donc on n'a pas voulu le dématérialiser. Donc, c'est toujours un formulaire, alors papier si on veut, c'est un formulaire évidemment PDF modifiable que vous pouvez adresser par mail en fait au bureau de Rennes ou Brest en fonction de votre situation géographique. Hein. Donc les départements 35-22, vous adressez un mail au bureau de Rennes et puis 29-56 à Brest. C'est une demande qui fera l'objet, on va dire, d'une recevabilité. On verra, on vérifiera juste que bon, les codes SH, les codes douaniers existent et que les pays mentionnés correspondent bien au statut d'exportateur agréé. On vérifiera aussi les critères d'acquisition de l'origine, donc c'est-à-dire la mention que vous avez portée dans la rubrique ad hoc. On n'est pas là pour contrôler le travail que vous avez effectué sur la détermination de l'origine UE. D'accord? Ce n'est pas un contrôle de votre origine UE, absolument pas. Hein. C'est encore une fois de la prérogative de l'entreprise, celle qui s'engage en fait sur ce travail de certification de l'origine UE. Ce n'est pas la douane qui vient certifier votre origine UE. Alors ça, je voulais quand même vous le préciser. Pour l'utilisation de ce statut, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de la DOF, la déclaration d'origine sur facture. Donc, la phrase est précisée ici, c'est un exemple de phrase en rouge. Chaque accord prévoit une déclaration d'origine, donc un libellé. Alors, vous allez vous dire, ah bah super, j'ai 30 pays, il va falloir que j'intègre dans mon ERP 30 déclarations d'origine en fonction du pays destination. Alors, rassurez-vous, même s'il faut vérifier, généralement, la phrase est quand même la même. Hein, mais voilà, il vaut mieux vérifier parce que parfois, on a des douaniers qui sont plus scrupuleux ou attentifs que d'autres. Ils pourraient refuser la préférence tarifaire à votre client en bout de chaîne parce que la formule n'est pas la bonne. Vous voyez, donc voilà, il faut essayer quand même de sécuriser en fait cette formule. Alors, pour avancer et vous laisser ensuite la parole, donc je passe à l'exportateur enregistré. Alors tout ce que je viens de dire quasiment pour exportateur agréé est valable pour exportateur enregistré à quelques détails près. Hein, donc je vais avancer ici assez vite. Donc c'est un statut qui est assez récent en fait. Hein, donc je vous l'ai dit 2017. C'est aussi de l'auto-certification, c'est aussi de la simplification. C'est aussi une exonération de preuves d'origine grâce à cette déclaration d'origine sur facture, hein, encore une fois. Mais il ne concerne pas les mêmes pays, hein, puisque donc déjà, on a un peu moins de pays que pour le statut d'exportateur agréé. Cette déclaration d'origine sur facture, on pourra la mentionner avec ce numéro REX, on appelle ça le numéro REX en fait pour opérateur enregistré. On pourra cette DOF, pardon, on pourra la mentionner dès lors qu'on aura ce numéro pour des valeurs factures supérieures à 6 000 ou 10 000 euros en fonction du pays partenaire. Alors généralement c'est 6 000 euros, le 10 000 euros en fait c'est pour les PETOM, hein, les pays et territoires d'outre-mer. Où on va effectivement pouvoir déclarer l'origine UE sur sa facture sans numéro REX, mais en ne dépassant pas les 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, on sera obligé d'avoir ce numéro REX. Alors, j'attire quand même votre attention
je fais juste une petite digression là-dessus. De manière régulière, ces dernières semaines, on a des entreprises qui nous disent que leur transitaire exige un numéro REX pour exporter vers les pays et territoires d'outre-mer. Donc, ça va être la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Sachez qu'à aucun moment, pour réaliser une opération d'exportation, la douane française va exiger de vous un numéro REX. À aucun moment. Ce n'est pas un facteur bloquant pour exporter. D'accord? Donc, parce qu'on a eu des blocages, nous, carrément de conteneurs pour certaines entreprises, parce que le transitaire exigeait d'eux un numéro REX. Donc, il faut bien comprendre que c'est une facilité, mais surtout pour votre client, pour obtenir encore une fois un droit de douane nul ou minoré, mais en bout de chaîne, d'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. Finalement, c'est pas un avantage que vous vous accordez à vous, c'est surtout un avantage grâce à ce statut que vous accordez à votre client. Et donc ici, le statut REX concerne donc le Canada, le Japon, les PTOM, je viens d'en parler, le Vietnam, les États donc AFOA, donc Afrique de l'Ouest et Australe, le Royaume-Uni, donc très récemment, depuis le 1er janvier 2021, et les pays du SPG. Alors là, c'est encore un petit peu plus compliqué puisque les SPG, c'est le système des préférences généralisées. Ça concerne majoritairement des pays, on va dire, en émergence, des pays en voie de développement, que l'on veut aider en fait. Et il faut faire attention parce que même s'ils sont dans le statut REX, si vous voulez, ce sont souvent des accords pour le moment unilatéraux. C'est-à-dire que votre client d'un pays SPG, on va dire l'Inde, va pas obtenir des droits de douane préférentiels, d'accord? Par contre, lui, le fournisseur d'Inde va pouvoir vous faire bénéficier en tant qu'importateur d'une exonération de droits de douane. Et tout ça, c'est fait pour pousser finalement l'économie de ces pays-là à se développer en favorisant leur flux d'exportation vers l'Union européenne. Donc nous, on leur accorde des préférences tarifaires en termes de droits de douane, mais par contre, eux protègent leur marché en fait et n'ouvrent pas forcément de préférences sur les droits de douane dans leur pays, donc l'importation dans leur pays. C'est une particularité que ces pays du SPG, s'il y a des questions, évidemment j'y répondrai. Donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, les avantages ressemblent complètement aux avantages présentés pour exportateurs agréés. On est ici sur une absence de production de documents d'origine ad hoc et surtout vous permettez aussi de sécuriser sur le volet douane, le volet origine en tout cas, votre exportation, puisque vous avez fait un travail en amont qui permet de sécuriser cette origine de vos produits. Donc c'est toujours intéressant. Comment utiliser ce statut? Eh bien, c'est toujours, à l'instar du statut d'exportateur agréé, cette déclaration d'origine sur facture ou sur document commercial. Donc, même discours que tout à l'heure. Vous avez cette mention qui est prévue dans chaque accord. Donc, il faut vérifier l'accord en question et vous intégrez le numéro REX à cette formule dès lors que votre montant de facture dépasse 6 000 ou 10 000 euros en fait. Ce statut est complètement dématérialisé, donc c'est une demande à déposer sur notre portail des douanes à partir de votre compte professionnel. Si vous n'en avez pas, il faut le créer. Et ensuite, je dirais, nous contacter Cellule pour avoir un accès à ce téléservice Soprano qui vous permettra d'avoir le formulaire en ligne et de le remplir. Le bureau de gestion des procédures concernées traitera votre demande et vous attribuera le numéro REX. Et de la même façon que votre statut EA, eh bien, vous pourrez faire évoluer votre statut au gré de votre activité, de vos flux. Donc, vous pourrez revenir sur votre dossier et le modifier à la fois sur les marchandises ou les pays de destination concernés par vos exportations.
Donc la démarche, c'est toujours de toute façon de solliciter ici ce statut auprès du bureau qui vous concerne en fonction de votre département d'appartenance. Et la seule différence, c'est qu'on est sur une procédure dématérialisée ici, hein. Donc voilà, je finis à 11h58. Ici, vous avez la slide contact, donc avec moi, Anne, à la CCE, et puis ben, vous avez aussi Maureen Clavier qui aussi peut répondre à vos questions. Vous avez nos numéros de téléphone, vous avez la boîte mail sur laquelle vous pouvez nous solliciter ben, pour tous les statuts et points qu'on a évoqués ici pendant ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute des questions éventuelles qui ont été posées pendant cette présentation. Alors, il n'y en a pas énormément, mais Christelle, je voulais vous parler de quelque chose. Quand vous aviez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous savez, de l'obtention de l'origine préférentielle et que c'était propre à chaque accord, je suis d'accord effectivement avec vous, mais je veux dire, par expérience, en partant d'un code douanier, j'ai déjà regardé dans 5 accords différents les conditions qui permettaient d'obtenir l'origine préférentielle et elles étaient les mêmes. Alors, vous avez raison, je pense qu'il faut vérifier accord par accord pour être sûr, mais c'est vrai que quand même, je me suis dit, ça se recoupe quand même bien. J'étais passé de la Corée du Sud à l'Ukraine, à la Suisse. Enfin, je me dis, en fait, c'est partout pareil. Pour ce code-là, c'est clair. Alors, c'est partout pareil parce que, alors attention, il faut être prudent toujours. L'accord Panoromède concerne, il me semble, une vingtaine ou une trentaine de pays déjà, vous voyez. Donc, effectivement, on sera sur des mêmes règles. L'accord signé avec la Grande-Bretagne l'année dernière, c'est quasiment un copier-coller de l'accord du Japon. Donc, on va retrouver les mêmes règles, certes. C'est comme la DOF, en fait, ce que je disais, la déclaration d'origine. Il y en a une par accord, mais si vous faites un travail de confirmation du libellé, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment la même dans tous les accords. Mais je ne peux pas inviter les entreprises à valider une règle d'origine dans un accord et l'arroser sur l'ensemble des pays d'exportation qui la concernent. Du coup, je m'étais dit, en fait, ça peut faire très peur, puis en fait, quelquefois, on a des bonnes surprises, c'est ça que je veux dire. Et puis, surtout, ce que je voulais vous dire aussi, Christelle, c'est, vous savez, on n'avait pas parlé des règles de tolérance. Oui, non, parce que, voilà, alors, j'en parle pas sciemment. Parce que le webinaire, le système du webinaire, c'est bien, mais encore une fois, je ne connais pas les niveaux de connaissances et de pratiques professionnelles des différents opérateurs présents aujourd'hui. Et donc, sur l'origine préférentielle, je n'ai fait que survoler la notion. Je n'ai pas parlé de beaucoup de points de vérification. Et effectivement, j'ai pas parlé du cumul, j'ai pas parlé des tolérances, etc. Parce que là, on rentre dans un autre sujet et dans une autre présentation en quelque sorte. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que faut pas se sentir désarmé par rapport à ces statuts-là. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très technique, de spécifique. Donc, il ne faut pas s'isoler, je dirais, dans la tâche. Il faut faire appel à ceux qui savent faire, en fait. Donc, je sais que BCI, vous pouvez déjà poser les premières pierres, je dirais, dans la démarche des statuts. Et la cellule conseil est pleinement compétente pour vous aider justement à faire ce travail-là de détermination de l'origine. Et comme je vous le disais aussi, on le fait déjà, c'est-à-dire que on a mis en place toute une démarche auprès des entreprises où on se déplace même chez vous. On réunit les différentes personnes qui ont intérêt à être là pour discuter de l'origine. Donc, ça va être le service ADV, le service achat, parfois le service qualité ou le service production. Et on va discuter avec ces différents acteurs, je dirais, du produit et puis de son devenir, donc c'est-à-dire de son exportation, pour enclencher une démarche de détermination d'origine et valider aussi avec vous une méthodologie, tout simplement, une méthodologie de détermination d'origine. Et je voudrais dire que
c'est pas parce que vous avez 10 000 références dans votre catalogue qui vont à l'export que ça semble insurmontable et qu'il va vous falloir une année d'études pour pouvoir rentrer dans ces statuts. Je voudrais quand même préciser ici que vous pouvez rentrer dans le statut et les deux statuts avec 2 ou 3 pays majeurs et 2 ou 3 codes douaniers majeurs. Vous voyez, et puis ensuite, vous ferez évoluer progressivement vos statuts. Il ne faut pas forcément avoir une ambition exhaustive sur l'ensemble de votre catalogue et l'ensemble de vos pays d'exportation pour pouvoir prétendre en fait à ce statut. Pas du tout. Hein. Faites-les évoluer en fait au gré de vos besoins et selon aussi votre stratégie commerciale. Parce que moi, il m'est déjà arrivé de dire à une entreprise, bah, écoutez, non, vu votre activité, vos pays, etc., enfin, et ce que vous m'avez présenté, il n'y a pas d'intérêt pour vous à demander ce statut-là. Vous voyez, donc ça ne débouche pas forcément sur une demande de statut. Hein. D'accord. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas énormément de questions. Alors, je vous lis la première. Une entreprise a obtenu son agrément d'exportateur agréé en 2013 pour une entité dans le Calvados. La maison mère est en Mayenne. Elle fait les factures et indique l'agrément d'exportateur agréé obtenu dans le 14. Est-ce que c'est normal? Non. Ça va. Ce qu'elle précisait, les deux entités ont des EORI différents. Une nouvelle demande ne doit-elle pas être faite auprès de l'autre service des douanes, car les deux régions sont différentes? Oui, en fait, là, l'agrément a été accordé au niveau du SIRET. Donc, du coup, la maison mère... alors, et c'est là, ouais, alors là, il faudrait que l'entreprise peut-être m'appelle parce qu'il y a eu un assouplissement avec l'accord GB, justement. Là, il faudrait étudier le flux plus précisément parce que depuis l'année dernière, en fait, et ça, c'est une décision de la Commission européenne, on peut être exportateur sur la déclaration d'exportation et utiliser un numéro d'exportateur enregistré ou agréé d'un autre sirène. Vous voyez? Donc, donc là, peut-être que la société pourrait revenir vers nous et on pourra, en précisant le flux, etc., ou le schéma de facturation, et on pourra lui répondre de manière plus précise. Ok, alors autre question, certains clients continuent de réclamer des EUR1 alors que la mention et le numéro du statut d'exportateur agréé est bien indiqué sur la facture. Il ne veut rien entendre, que pouvons-nous faire? Nous le signaler. Alors, on a connaissance effectivement des difficultés, notamment avec l'Algérie, qui réclame selon les ports. Donc, en gros, c'est en fonction de l'humeur du douanier sur place. Enfin, j'exagère, mais ça y ressemble. Donc, ce que vous pouvez faire, pas grand-chose d'un point de vue pratico-pratique, malheureusement. Mais par contre, faire remonter l'information. Et nous, on fera remonter l'information jusqu'à la commission pour que la commission réitère les termes de l'accord auprès des autorités du pays concerné. Ok, alors autre question, si je vends un produit FCA, produit qui est à l'origine préférentielle à un client GB, et que ce dernier revend aux États-Unis sans que le produit ne transite par la Grande-Bretagne, dois-je quand même mentionner l'origine préférentielle sur ma facture, par exemple mon numéro REX? Est-ce plus avantageux pour lui de faire transiter le produit par la Grande-Bretagne? Donc, le client final, c'est les États-Unis. Ouais. Et le produit, alors tout dépend de la procédure douanière qui va être mise en place en Grande-Bretagne. Moi, je comprendrais que sur le britannique, j'imagine. Si le Britannique achète et revend, donc il y aura une déclaration d'importation sur le territoire britannique. Et donc, il est possible qu'il paye des droits de douane et TVA sur ce produit-là. Et donc, le numéro REX est intéressant s'il y a des droits de douane, mais il n'y a pas d'intérêt pour votre client britannique à acheter puis revendre en dédouanant sa marchandise. Pour moi, il va mettre en place une procédure qui existe en France, c'est de l'achat-revente mise sous entrepôt douanier, en fait, donc en suspension de droits et taxes, puisque ça repart à l'export.
Donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro REX. Après, si dans votre ERP, c'est automatisé et que le numéro REX, de toute façon, se met automatiquement sur des flux vers l'AGB, ça ne gêne personne, hein. Bon. Alors ici, je pense qu'il y a une autre question, mais je pense qu'il y a un amalgame avec autre chose. En deçà, c'est-à-dire en dessous de 6 000 €, pas besoin d'indiquer la phrase avec le numéro EORI car le client n'a pas d'allègement de droits de douane. Ce n'est pas un numéro EORI. Alors, en fait, l'histoire de seuil, on peut rédiger une déclaration d'origine parce qu'on certifie encore une fois l'origine Union européenne de son produit, parce qu'on sait qu'il y a un accord avec ce pays-là et on sait que notre client peut bénéficier d'une exonération de droits de douane. Et donc, cette déclaration d'origine en dessous 6 000 € peut être rédigée même si vous n'avez pas le statut d'exportateur. D'accord ? Et par contre, si votre facture est supérieure à 6 000 € ou 10 000 € pour le REX, vous devez mentionner dans cette déclaration d'origine le numéro d'agrément d'exportateur, soit agréé, soit enregistré. Mais effectivement, à aucun moment on ne fait figurer le numéro EORI dans cette déclaration d'origine. Ouais, c'est soit le REX, soit le numéro d'autorisation douanière. Bah, écoutez, Christelle, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Donc, je vous remercie encore hein, pour avoir assisté à ce webinaire et puis à la BCI de l'avoir organisé. Et si vous avez des questions voilà, plus précises, si vous voulez qu'on discute de vous à moi, je dirais, avec la cellule conseil de vos problématiques douanières et notamment d'origine, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail. Bon. Écoutez, moi je vous remercie aussi beaucoup, Christelle, pour votre intervention. On a toujours une très bonne collaboration avec la douane. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaie toujours avec l'entreprise, il ne faut pas qu'elle hésite. Quand vous allez recevoir le diaporama, vous allez voir donc comment dire, le nom, les coordonnées de tous les collaborateurs de BCI en territoire, de nous contacter. Et c'est vrai que souvent on essaie, j'allais dire, de dégrossir, si je peux utiliser le terme, le souci avec, la question en tout cas avec l'entreprise. Et c'est vrai que au-delà d'une certaine limite, souvent on fait appel à la cellule conseil parce que des fois il y a des choses vraiment très, très techniques et au-delà desquelles on ne peut pas aller. Donc on travaille aussi pour signaler qu'on travaille vraiment en collaboration étroite hein, avec la cellule conseil aux entreprises et douanes. Encore merci à vous Christelle. Merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour les webinaires à venir. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir.